Et concrètement, on va dans le fond vers ce qu'on appelle une guerre d'usure. Et c'est ça qui est, je dirais, peut-être le plus inquiétant, parce qu'il n'y a pas de fin à cette guerre d'usure, parce que concrètement, le Hamas veut rester là, va rester là, continue de s'armer, continue de se refaire, pour dire clairement les choses. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Stéphane Goldin. Stéphane, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, Boker Tov à tous les auditeurs de Radio Kalita. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes officier des services des unités spéciales de l'armée israélienne. Et d'ailleurs, avant de commencer notre entretien, on voulait vous présenter nos condoléances pour le décès de votre maman il y a un peu plus d'un mois. On voulait avec vous essayer de faire le point sur la situation dans la bande de Gaza, alors que l'on parle de plus en plus de cette mise en application de la seconde étape du fameux plan Trump. Et la première question que l'on se pose, ne serait-ce même qu'en lisant ce matin les journaux, on voit parler d'une reconstruction de la ville de Rafah, du déploiement de caravanes sur place, de projets. On a l'impression que l'on est déjà dans la seconde phase de l'accord, mais on a aussi le sentiment, d'abord, on n'oublie pas qu'il y a Ran Gvili dont la dépouille mortelle n'a pas encore été retrouvée, mais surtout, on a aussi le sentiment que ni le Hamas n'a l'intention d'être désarmé, pas de véritable plan concernant la force internationale de déploiement qui doit se déployer dans la bande de Gaza. Comment Israël va gérer cette période complexe, d'un côté face aux exigences des Américains sur le terrain et face d'une certaine manière au Hamas qui reprend pied dans la bande de Gaza? Écoutez, Daniel, vous avez dans le fond un petit peu tout dit. C'est vrai qu'on va se situer dans une situation concrètement compliquée, d'un côté entre notre allié principal, qui sont les États-Unis, et d'un autre côté devant nos velléités et nos impératifs sécuritaires. Alors, il faut voir les choses clairement. Le Hamas a toujours refusé cet accord depuis le départ. Donc, il n'y a aucune surprise, disons-le clairement. Le Hamas aujourd'hui revient là-dessus. D'ailleurs, il n'a même pas accepté et je dis respecter la phase numéro 1 de cet accord. Et nous voyons concrètement que le Hamas continue d'attaquer les forces de Tsahal sur leur position, continue à revenir sur ce qu'on appelle la ligne jaune, continue de vouloir aussi, disons-le clairement, aussi capturer des soldats de Tsahal derrière tout ça. Et concrètement, on va dans le fond vers ce qu'on appelle une guerre d'usure. Et c'est ça qui est, je dirais, peut-être le plus inquiétant, parce qu'il n'y a pas de fin à cette guerre d'usure, parce que concrètement, le Hamas veut rester là, va rester là, continue de s'armer, continue de se refaire, pour dire clairement les choses, avec de l'argent en plus qui est souvent amené par l'Iran via la Turquie. Est-ce que vous pensez que l'État d'Israël peut dire aux Américains on ne bouge pas de la ligne jaune tant qu'il n'y a pas ne serait-ce qu'un indice d'un désarmement du Hamas? Vous savez que le Hamas est en train de faire la distinction entre les armes lourdes et les armes plus légères. Mais pour l'instant, concrètement, on ne voit pas du tout le Hamas en train d'être désarmé. Et aussi, comme je le disais, on ne voit vraiment pas du tout quand un soldat d'une force multinationale va mettre le pied dans la bande de Gaza. Alors, concrètement, pour l'instant, il n'y a pas de force multinationale. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, que le Hamas commence à avoir, je dirais, un dilemme entre les armes lourdes et les armes légères. Tout ça est pour faire gagner du temps. Et concrètement, oui, Israël doit à un moment donné peut-être taper du poing sur la table et dire stop. Il n'y a pas de désarmement pour l'instant du Hamas. Et pour l'instant, rien ne se fera tant que le Hamas ne sera pas démantelé, ne sera pas désarmé comme c'était stipulé lors de la signature de l'accord lors de la première phase. Or, pour le moment, on n'en est pas là. La preuve en est. C'est comme vous l'avez rappelé, il y a toujours actuellement un otage qui est toujours dans les mains du Hamas. Alors, qu'est-ce que doit faire Israël, à votre avis? D'abord, qu'est-ce que l'armée israélienne fait actuellement dans la partie qui est sous son contrôle? Les 50% de la bande de Gaza qui sont sous son contrôle. On nous dit que l'armée israélienne est en train de détruire des tunnels. Concrètement, qu'est-ce qu'elle fait, l'armée, sur le terrain? Je pense que l'armée israélienne actuellement est en train de sécuriser, je dirais, toute cette bande qu'elle contrôle. C'est-à-dire la sécuriser, cela veut dire concrètement créer une bande de sécurité
au-delà de la frontière entre Israël et la bande de Gaza pour justement sécuriser, je dirais, la population du Sud. Ça, c'est la première des choses. Donc cette sécurisation, elle passe évidemment par la continuité de destruction des tunnels, parce que c'est vrai qu'il y a encore énormément de tunnels qui n'ont pas été détruits dans la bande de Gaza. Il y a aussi la recherche d'armes, la recherche d'informations. Il y a aussi, qu'on le veuille ou non, des tirs sporadiques entre les forces des terroristes du Hamas et les forces israéliennes. Et il y a une volonté, je dirais, de mettre cette bande de sécurité le plus, je dirais, la plus neutre possible pour, comme je l'ai dit auparavant, sécuriser les populations du sud d'Israël pour qu'elles puissent revenir y vivre d'une façon un peu plus paisible qu'est-ce que nous avons pu connaître ces dernières années. Comment vous expliquez que le Hamas, après 2 années de guerre, conserve d'une certaine manière le pouvoir dans la bande de Gaza? On le voit même, il y a un sondage qui est paru aujourd'hui qui fait état de plus de 50% de la population gazaoui qui reste loyale envers le Hamas. Comment vous expliquez même que, par exemple, le Hamas est parvenu à éliminer Yasser Abu Shabab, l'un des chefs des milices, d'une des milices qui apparemment était la plus puissante dans le sud de la bande de Gaza. Comment on explique tout cela ? Écoutez, le Hamas joue d'abord sur la terreur de la population. Elle a une main sur l'aide humanitaire, ce qui lui permet de contrôler énormément de gens, de contrôler la population, de pouvoir acheter des personnes, de pouvoir aussi recruter des nouveaux terroristes. Et comme je l'ai dit auparavant, le Hamas actuellement est en train de se refaire, se réarmer, se réorganiser en pouvoir de police, en pouvoir aussi, entre guillemets, militaire, et grâce aussi à de l'argent qui arrive à transférer sur le territoire de Gaza via la Turquie. Il faut comprendre que c'est de l'argent qui vient de l'Iran. L'Iran n'a pas perdu la main dans cette affaire et l'Iran continue, je dirais, de vouloir allumer entre guillemets le feu dans cette partie du Proche-Orient. Donc on voit très bien que le Hamas n'a pas perdu la main et dans le fond elle voit toujours qu'elle a aussi des alliés. C'est d'abord la population palestinienne qui est, comme vous l'avez dit, en grande majorité avec elle. Deuxièmement, il y a aussi des pays arabes chiites qui continuent à suivre et à pousser le Hamas dans cette direction. Donc le Hamas, concrètement, je ne vois pas pourquoi elle abandonnerait, puisque de toute façon, quoi qu'elle fasse, personne ne lui dit rien. On va lui dire concrètement, oui, vous allez passer à la phase 1, oui, vous allez passer à la phase 2, mais concrètement, ils s'en foutent royalement. Ils le disent clairement. On ne veut pas de cet accord et on maintiendra notre pouvoir sur la bande de Gaza, quoi qu'il en soit. Donc, les choses sont claires. Les choses sont claires, mais elles ne sont pas évidentes à gérer pour l'État d'Israël. Que doit faire l'État d'Israël ? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'on peut continuer, on peut envisager, alors que les Américains sont derrière Israël et veillent au grain, on peut envisager une poursuite des combats, une poursuite d'opérations militaires dans la bande de Gaza, dans la partie sous contrôle du Hamas ? Bien sûr qu'on peut continuer, bien sûr qu'on pourrait mener encore une nouvelle campagne, mais concrètement, comme je l'ai dit au tout début de ce propos, on va vers une guerre d'usure qui va coûter très cher à Israël. La question est de savoir est-ce que Israël veut franchement rester dans la bande de Gaza ? C'est toute la question. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas possible de se couper complètement de la bande de Gaza ? C'est-à-dire, franchement, ne plus avoir de lien total avec la bande de Gaza. Ça veut dire créer vraiment un véritable mur avec une zone protégée qui permettrait à Israël de se retirer au-delà de sa frontière, avec aucune possibilité pour le Hamas de pouvoir aller sur le territoire israélien, arrêter de fournir de l'électricité, arrêter de fournir de l'eau, arrêter de donner des possibilités pour peut-être, dans certains cas, à des Gazaouis de venir sur le territoire israélien. Ça veut dire se couper complètement de la bande de Gaza, où, dans le fond, territorialement, et même, je dirais, au niveau, je dirais, biblique, on n'a rien là-bas qui pourrait nous rattacher. Ça a toujours été un terrain et un territoire qui est plutôt lié au terrorisme depuis la nuit des temps. Donc concrètement, à un moment donné, il va falloir choisir ce que l'on veut. Ou on va complètement jusqu'au bout et on prend complètement Gaza avec les risques que cela veut dire, ou alors on se retire et on bloque toute connexion avec ce territoire.
Alors ça, c'est l'option pour la bande de Gaza. Je voudrais avoir un mot de votre part sur ce qui se passe dans le nord d'Israël, parce que là aussi, on a le sentiment que d'un côté, le Hezbollah reprend du poil de la bête et menace Israël, ou en tout cas dispose, on va dire, de plus de moyens pour frapper Israël, et Israël voudrait lancer une opération militaire. Là encore, les Américains essayent de tempérer. Vous pensez, comme certains experts l'affirment, qu'une opération militaire israélienne, y compris une opération terrestre, est irréversible, est incontournable? Écoutez, Daniel, il y a des similitudes entre ce qui se passe dans la bande de Gaza et ce qui se passe au Liban, et plus précisément au sud Liban. Concrètement, le Hezbollah ne veut pas désarmer. Le Hezbollah continue de vouloir se rapprocher de la frontière entre Israël et le Liban, au sud Liban, et continue de menacer, je dirais, le territoire israélien. Donc, à un moment donné, oui, ça sera, je dirais, inéluctable. À un moment donné, il n'y aura plus aucune possibilité qu'il n'y ait pas une rencontre, une guerre, une attaque entre les forces israéliennes et le Hezbollah. Je pense que le président Aoun a tout fait pour essayer de désarmer le Hezbollah. Il n'y arrive pas, pour dire clairement les choses. Et le Hezbollah, concrètement, continue de se réarmer lui aussi, et aussi de se refaire. Et on voit très bien, en plus, que le Hezbollah, qui a aussi un pouvoir politique, puisqu'il siège au Parlement européen, menace concrètement la stabilité du Liban. Parlement libanais menace concrètement le Liban en disant clairement qu'il va re-rentrer en guerre pour, je dirais, le bien des Palestiniens. Encore une fois, derrière tout ça, il y a un autre pays qui s'appelle l'Iran, qui continue à financer le Hezbollah, qui continue à aider le Hezbollah. Et on l'a vu encore il y a peu, quand il y a eu 1250 mines antipersonnelles qui ont été attrapées par les forces syriennes et qui devaient transiter sur le territoire libanais pour justement le Hezbollah. Donc on voit très bien que le Hezbollah continue de vouloir attaquer les forces israéliennes. On voit très bien que le Hezbollah ne veut pas aussi désarmer, et concrètement, ça sera à un moment donné inéluctable qu'il y ait une confrontation entre le Hezbollah et Israël. Si on fait un bilan, on est 2 mois presque après l'instauration du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, 1 an après l'instauration du cessez-le-feu au Liban. Le Hezbollah, comme le disent d'ailleurs des éditorialistes ce matin dans la presse israélienne, ni le Hezbollah ni le Hamas n'ont déposé les armes. Au contraire, ils se réarment, ils restent extrêmement présents. Que doit faire Israël finalement? Est-ce que le moment n'est pas venu d'essayer à nouveau de modifier une certaine approche et de dire finalement peut-être que le moment est venu, puisque vous parliez de l'Iran, de frapper la pieuvre à sa tête et d'essayer on va dire, de déstabiliser, ou moins même de faire chuter le régime iranien qui est responsable, on va dire, de toute cette instabilité dans le Proche-Orient? Écoutez, Daniel, malheureusement, ces 2 dernières années, Israël a tenté énormément de choses. Elle a détruit énormément de structures du Hamas, énormément de structures du Hezbollah. Elle a éliminé énormément de chefs de ces 2 mouvances, je dirais, terroristes. Mais concrètement, elle n'a pas pu aller jusqu'au bout des choses et, je dirais, terminer le travail d'élimination de ces mouvements terroristes. Même l'attaque sur le territoire iranien n'a pas été, je dirais, jusqu'au bout. Oui, à un moment donné, il faudra frapper aussi la tête du serpent, parce que n'oublions pas une chose, c'est qu'il y a aussi aujourd'hui des Houthis qui se positionnent aussi sur le territoire syrien et qui veulent aussi déstabiliser la Syrie. Alors, si on pouvait avoir peut-être une note d'espoir, si vous me permettez, Daniel, ce serait peut-être via la Syrie qui aujourd'hui célèbre plutôt, ou commémore, je ne sais pas. Comment ? Elle marque le premier anniversaire. Voilà, elle marque, voilà, merci, je cherchais le mot. Elle marque le premier anniversaire de la chute de Assad. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être par là peut-être une ouverture. Alors c'est une ouverture qui serait peut-être biaisée, peut-être à très court terme, mais en tout cas on voit très bien que Giuliani n'a pas encore choisi entre d'un côté Erdogan, d'un côté Poutine et peut-être Israël. Et donc c'est peut-être le moment de trouver peut-être une forme d'accord sécuritaire
avec Giuliani, qui ferait aussi tomber le Liban dans cette affaire, dans l'escarcelle, et qui pourrait justement donner cette stabilité à court terme. On ne va pas se raconter d'histoire, en tout cas pour le Moyen-Orient, et plus particulièrement pour le Proche-Orient, pour les pays d'Israël et autour d'Israël. Eh bien, on va rester sur cet espoir, sur cette aspiration. Merci beaucoup, Stéphane Goldin, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation et à bientôt, Stéphane. Merci. Bonne journée à tous.